Téléspectateurs de la région de Sikasso, merci de votre fidélité au programme de Renouveau TV et bienvenue dans votre émission Les Grands Jurys. Ce soir, le Grand Jury reçoit le président du M5 RFP, Malikoura. Vous l'aurez compris, nous recevons Dr Mahamadou Konaté pour la deuxième fois. Dr Konaté, merci de cette deuxième comparution devant les Grands Jurys. Merci pour m'avoir convoqué, pour venir échanger avec vous afin d'éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Avec moi pour mener ce débat, Abdraman Keïta, il est directeur de publication du journal Le Témoin. Bonsoir Keïta. Bonsoir. Laya Diarra, il est journaliste au soir de Bamako. Monsieur Diarra, merci d'être là. Merci beaucoup. Et je suis Oumar Bessidibé pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM ou la 98.1 FM. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Les Grands Jurys. Dr Konaté, une observation particulière sur la composition du jury ou une question préjudicielle à soulever? Aucunement. Ce jury est compétent pour... Oui, de nouveau satisfait par... votre sens de jugement, choix. Je crois que j'ai en face des personnes de haute qualité dans leurs domaines respectifs qui sont connues du public spécialisé, surtout le monde journalistique. Non, je pense que nous passerons un très bon moment avec des questions pertinentes auxquelles je m'appuierai où je me forcerai à donner des réponses adéquates. Abdelman, vous avez un avant-propos? Oh, c'est clair. Vraiment, c'est tout un honneur pour nous aussi, une grande satisfaction d'accueillir M. Konaté, comme vous l'avez dit, pour la deuxième fois. Je pense que vraiment sa présence ici s'explique et se justifie par les tendances de l'actualité et du grand débat qui a cours depuis quelque temps sur le destin de la transition en cours. Sur sa teneur légale qui fait débat depuis un certain temps. Il est là non seulement en tant que président d'un mouvement qui se fait entendre de plus en plus par ses prises de position courageuses. Le M5 RFP Malikoura. Malikoura, effectivement, qui se démarque du M5 initial par des prises de position, par la reconnaissance de certaines... si vous pouvez les appeler comme ça, dérives, mais aussi en tant que juriste. Donc vraiment, la grande expertise est attendue par le grand public par rapport à tout le débat et toute la polémique qui a cours autour de cette question-là. D'accord. Laya? Oui, vraiment, Barou, c'est quand même toujours un plaisir d'avoir en face un spécialiste pour parler de questions qui relève de son domaine de compétences. Vous l'avez dit au début, nous sommes dans un contexte particulier où le débat il fait rage par rapport à la transition, la fin de la transition. Je crois que l'organisation qui dirige le mouvement M5 RFP, Malikoura, la précision de importante, a fait une déclaration et on assiste à une sorte de... Le débat fait rage. Le débat entre. Et c'est l'occasion pour nous d'échanger avec lui pour qu'il puisse édifier les Maliens, en tout cas sur cette question pour laquelle les Maliens sont vraiment inquiets. Ils ne savent pas parce qu'ils se disent que ce sont les juristes, ce sont les politiques. Lui, il a cet avantage d'être juriste publiciste et d'être politique. Ouais. Donc, qui mieux que lui pour répondre à... Un bon client pour Oui. Abdraman, dans sa provocation, docteur Konaté, en début de semaine, on vous a vu lire, en tout cas, un communiqué au nom des partis, des regroupements politiques et même de la société civile déclarant la fin de la transition selon les termes de ce communiqué. Depuis ce 26 mars, la transition n'a plus de base légale. Nous sommes dans un vide juridique. Pourquoi une telle posture? Alors, merci. La question. Je souhaite bon ramadan à tous les Maliens.
disons, bonne fin de Ramadan. Écoute, il a fallu beaucoup d'efforts, déjà pour rassembler un si large spectre de partis politiques et d'organisations de la société civile, pour parler d'une même voix sur, bien sûr, une question existentielle pour la transition. Est-ce oui ou non la transition a pris fin? C'est parti d'abord des communiqués, de la constatation, des constats des communiqués individuels faits par les différentes organisations, y compris la nôtre. Nous avons fait un communiqué conjoint avec également le 26 même, le soir du 26, pour prendre acte de la fin de la transition. Et après, une série d'autres communiqués sont intervenus. C'est après ça qu'on a jugé utile de faire appel à tous ceux qui ont communiqué dans le même sens que nous, pour qu'on puisse s'asseoir et convenir d'une déclaration commune. Donc c'était une déclaration commune, non pas un communiqué que nous avons fait, mais bon, font la même chose. C'est pour dire, je crois fondamentalement, 2 ou 3 choses. Premièrement, c'est pour dire que la transition a pris fin le 26, si on se réfère aux textes juridiques qui régissent la transition et aux engagements pris par les autorités de la transition devant le peuple malien et la communauté internationale. Et deuxièmement, dire qu'à cet égard, il y a un vide juridique à l'endroit des autorités en place pour qu'elles puissent valablement engager le peuple malien vers son avenir. Troisièmement, pour combler ce vide juridique, nous avons invité les autorités en place à organiser une concertation rapide et inclusive avec l'ensemble des responsables des partis politiques et des organisations de la société civile pour mettre en place une architecture institutionnelle à l'effet d'organiser l'élection présidentielle qui marquera le retour à l'ordre constitutionnel. Donc selon vous, rien à dire, hein? Nous sommes dans un vide juridique et institutionnel. D'accord. Allez-y, Laya. Bon, à ce niveau, je crois qu'il y a débat. Vous avancez des arguments juridiques, mais la question, c'est au niveau de l'interprétation des textes. Il s'agit de la charte, du décret. Et puis, les autres aussi se basent sur les recommandations des assises nationales. À ce niveau, qu'est-ce qu'il faut dire? Quel texte doit prévaloir en la matière pour qu'on quitte vraiment cette situation? C'est d'abord le décret ou la charte? C'est d'abord une question de bon sens, avant d'être une question d'interprétation. Alors, bon sens. La transition, par nature, sous tous les cieux, est limitée dans le temps. Se déroule dans un délai précis. Au Mali, nous en avons l'expérience. La première transition, dont tout le monde convient, c'est celle de 91, qui a été initialement prévue pour 9 mois. Qui a fait 14 mois. Voilà. Ensuite, qui a fait 14 mois. Et pour la prolongation, il y a eu une négociation pour prolonger. Ensuite, la transition de Diongoula, Traoré, qui a commencé... C'était 40 jours. Non, attention, ce n'est pas une transition, ça. Ça, c'est l'intérim. Oui. Voilà. La transition a commencé après les 40 jours. Je vous rappelle, avec les dictats de la CEDEAO à l'époque, qui a ajouté 12 mois, si je me souviens bien. Donc c'était une transition de 12 mois pour qu'il puisse organiser l'élection présidentielle, en tout cas stabiliser le pays, puis organiser l'élection présidentielle. Après, bien sûr, la conclusion de l'accord préliminaire de Ouagadougou. Voilà, de Ouagadougou, tout ça. Et ça, c'est notre débat. Ce qui m'intéresse, c'est que c'était limité dans le temps. Et la transition actuelle qui a commencé en septembre 2020, avec l'adoption de la charte de la transition. Allez-y, regardez. Là aussi, c'était inscrit dans un temps précis. C'est 18 mois. Hein, j'ai dit en septembre 2020. Oui. N'est-ce pas? La charte de la transition. On ne parle pas de réviser en ce moment-là.
C'est la charte initiale. L'État imparti, c'était 18 mois. 18 mois. Oui. Voilà. 18 mois. Encore une fois. Et avant la fin des 18 mois, rappelez-vous quand l'actuel président a obtenu la démission du premier président de la transition. Devant un parterre de chefs religieux, il a dit qu'il ne reste que 9 mois pour la transition. Il a supplié tout le monde d'être patient, qu'ils vont compléter tout juste. Tout simplement compléter, organiser les leçons présidentielles et partir. Mais à l'approche du deadline, comprenant que ce ne serait pas possible, en tout cas de par leur niveau de préparation et de volonté, les deux, ils ont organisé les assises, ils ont précipité les assises nationales de la refondation, en jurant que ça n'avait rien à voir avec une quelconque velléité de prorogation de la transition. Mais c'était vraiment pour trouver les réponses des Maliens à la cardinale question de refondation de l'État. Dans quel sens? Par quoi? Et pourquoi? D'accord. Mais on a vu lors de ces assises, une question s'est glissée. Voilà. La transition va durer combien de temps? Proroger. Mais est-ce que les raisons sécuritaires ne sont pas des arguments valables? Non, pas du tout. En ce moment, on ne parle même pas de raisons sécuritaires. Les participants aux assises ont dit... Sinon, ces assises ont débouché sur une palette entre de 6 C'est ça que j'allais dire. Soyez patient. Voilà, je suis dans les bons sens. Sauf qu'Abdelman est pressé de prendre la parole. Non, pas pressé, je suis dans les bons sens. Allez-y. Donc, les assises vont donner, ils vous le disent, la majorité ont dit que ça doit durer, enfin, ça doit être une durée comprise entre 6 mois et 5 ans. Oui. Varié entre 6 mois et 5 ans. Donc, c'est une palette, c'est une fourchette. Donc, toujours dans le temps, monsieur, ce que je veux dire. Par nature, elle est limitée dans le temps. C'est la transition, une transition. D'un point A à un point B, dans le temps. Alors, maintenant, interprétation. On n'interprète pas ex nihilo. C'est ce que les gens doivent savoir. Le droit, ce n'est pas un caméléon, ce n'est pas voilà, une chose que chacun est libre de prendre et de l'habiller comme on veut. C'est une science sociale. Et comme toute science sociale, elle a ses principes, elle a ses règles. La science du droit. On n'interprète pas comme ça. Donc un texte, quand vous voulez bien l'interpréter, d'accord, non seulement vous prêtez attention au sens littéral des mots, le sens clair des mots. C'est à l'esprit. Voilà, exactement. Et ensuite, vous référez aussi à l'esprit. Les travaux préparatoires. Oui, justement, Abdelman a une question sur ce point précis. Laisse-moi terminer, sinon ça ne va pas. Voilà, laisse-moi terminer le raisonnement. Et donc, quand on se réfère à tout ça, bon, je vais aller vite. Oui. Quand on se réfère à tout ça, on verra que la charte, quand elle a été révisée, le 25 février, c'est à quoi vous faisiez allusion tout à l'heure, c'est révisé le 25 février 2022, n'est-ce pas? Et dans la disposition relative au délai, bien sûr, il y a eu un amendement. Ils ont dit que la durée de la transition est fixée conformément aux recommandations des assises nationales de la formation. Interprétation, vous vous référez aux recommandations des assises de la... Sens clair des mots. Pas besoin de comprendre ça autrement, c'est ça. Alors, vous partez là-bas, on vous dit de 6 mois à 5 ans. Ce n'est pas un délai précis. C'est une palette, c'est une fourchette. Voilà, une fourchette dans laquelle on doit choisir un délai précis. Qui doit choisir? C'est l'esprit. C'est le pouvoir exécutif. Si le pouvoir législatif ne le fait pas, c'est le pouvoir exécutif qui doit le faire. Alors, le 6 juin, février, mars, avril, mai, juin, quelques mois après, le président de la transition, et ça, je vais rappeler le contexte, avant qu'il ne prenne le décret. La délégation qui est partie voir la CEDEAO, qui brandissait déjà des menaces, est partie avec 5 ans d'emblée. Parce qu'elle a compris que c'est un choix pour eux de faire entre 6 mois et 5 ans. Ils sont partis avec 5 ans, directement. Et là-bas, les diplomates de la communauté régionale ont dit non. C'est inacceptable, c'est un mandat présidentiel, c'est inacceptable. Et la classe politique, quand elle a entendu ça aussi, a levé le bouclier, elle a dit non, c'est pas possible. Ça, c'est pas une transition. C'est dans ce débat-là, voilà, dans ce tollé qui commence à grandir, que le président, pour nous sortir de là, le président a pris un décret pour choisir 2 ans
comme délai du déroulement de la transition. Oui. La tranchée. La tranchée. Et la tranchée... Force de reconnaître qu'il peut dire ne plus être tenu par... C'est une interprétation personnelle, tenue par cet engagement, puisque d'abord, le Mali n'est plus membre de la CEDEAO, officiellement. Ça, c'est d'un. De deux, il y en a aussi ceux qui se réfèrent aux dispositions transitoires de la Constitution, comme quoi les institutions doivent rester jusqu'à l'organisation des élections. Ils se trompent. Ce qui donne à l'exécutif, comme vous l'avez dit, les coups de franche pour demeurer ad vitam aeternam, normalement. Quelle interprétation, vous, en tant que juriste, vous faites de ces prétentions? Vous voyez, votre bon sens le refuse. Le droit, c'est le bon sens. Votre bon sens le refuse. Vous êtes obligé de dire ad vitam aeternam. Il pose la question quand même. Oui, mais je le rappelle, même le journaliste qui le pose, c'est un humain, c'est un intellectuel, son bon sens le refuse. Il le dit ad vitam aeternam, ça veut dire éternellement. Personne ne concevrait une chose pareille. Voilà. Mais pour répondre étape par étape, le 2 ans, le président ne l'a pas décidé pour la communauté internationale. Il a décidé d'abord pour le peuple malien. La transition, d'abord la transition des Maliens. D'accord? Mais évidemment aussi pour maintenir un bon rapport avec la communauté internationale. Mais c'est d'abord pour les Maliens que ça a été tranché. Et quand ça a été tranché le 6 juin, le 7 juin, l'organe législatif de la transition, le CNT, a pris un communiqué. Celui-là même qui a élaboré, en tout cas qui a adopté la loi de révision. Qui mieux que lui peut connaître l'esprit qui était derrière ça. Pour cautionner les 2 ans comme délai fixe de la transition. Prendre acte, féliciter, inviter le peuple malien à la communauté internationale à soutenir, à accompagner les autorités nationales. Les autorités de la transition. Donc, de tout ce point de vue, ces 2 ans... Donc les arguments juridiques des dispositions reposant sur les dispositions transitoires de la Constitution ne tiennent pas. Ne tiennent pas. Maintenant, la nouvelle Constitution, ça c'est aussi un faux fuyant. Vous savez, j'ai l'habitude de ça, ces gens-là. Quand vous les prenez par une main, voilà, ils brandissent le camp, par les 2 mains. C'est qui? Vous parlez de qui? Bon, en fait, certains juristes, à la solde le pouvoir actuel. Oui, de certaines personnes. Oui. Bon. Moi, quand cela ne tient, M. Konaté, vous avez constaté un vide juridique. Oui. Vous, en tant que juriste. Et institutionnel aussi. Hein? Oui, il ajoute. Institutionnel. Mais vous me laissez terminer les réponses à la nouvelle Constitution ou pas? Non. Allez-y. Donc, la nouvelle Constitution, je dis c'est un faux fuyant. D'abord, la nouvelle Constitution, c'est, ils l'ont dit eux-mêmes, 4e République. Ça n'a rien à voir avec la transition. C'est une république en devenir. On va l'adopter pour qu'on puisse aller à l'élection et entrer dans la 4e République. Je parle de l'esprit. Et c'est ce qu'on a dit aux Maliens. Personne n'a dit aux Maliens que quand on va voter la nouvelle Constitution, ça n'est fini avec la transition, on sera dans... Voilà, c'est fini. On est dans autre chose. La charte ne tient plus, rien ne tient plus. Ils ont dit ça à qui? Ils ont dit ça à vous? Les rédacteurs vous ont dit ça? Ils ont fait le tour du Mali, hein? Ils ont fait des conférences. Sauf que les dispositions transitoires, quand même, gouvernent cet intervalle. Ils ne l'ont pas dit, mais ce n'est pas la faute des gens qui ont accepté la Constitution avec ses erreurs. Non, ce n'est pas une erreur. Je vais vous expliquer. Je suis pédagogique, je suis méthodique. Je vais vous expliquer. L'esprit, déjà, je vous montre que ça ne tient pas. Maintenant, je viens à la lettre. Alors, ce qui est dit dans l'article 190, que les institutions établies continuent d'exercer jusqu'à la mise en place de nouvelles institutions. Ce qu'il faut dire aux Maliens, c'est que ces institutions établies là, elles ne tombent pas du ciel. Elles sont établies par quoi? Par des textes. Il s'agit d'abord des institutions établies par la Constitution du 25 février 1992. Donc les organes de transition ne font pas partie. J'arrive, je n'ai pas terminé. Je dis c'est d'abord ça d'abord. La Cour constitutionnelle, qui est encore... Voilà. La Cour suprême, le Conseil national... culturel. Les institutions, quoi. Qui sont encore c'est le 3. C'est d'abord ça qui vont continuer. Deuxièmement, les organes de la transition. Là, c'est l'interprétation. Si on veut être pur, dur, on dirait qu'ils ne sont pas concernés. Ce ne sont pas des institutions. Voilà. Pur, dur, hein. C'est-à-dire, on veut vraiment faire du purisme, voilà. Mais si on veut faire utilement les choses, on va dire que ce sont des institutions assimilées. Si on veut être extensif. Voilà, extensif. L'acto sensu, on dit en droit. Il y a une interprétation stricto sensu. Si on va dans ce sens-là, ce ne sont pas des institutions.
Mais l'acte sensu, on prend en compte l'esprit, le contexte, tout ça, on pourrait dire que ce sont des institutions assimilées. D'accord. C'est-à-dire que les organes de la transition représentent des institutions dans une période normale. De ce point de vue-là, ces organes ne sont pas du ciel. Ils sont pris par quel texte? Ce n'est pas la charte de la transition, n'est-ce pas? Et cette charte de nature est limitée dans le temps. Comme je le dis, rappelez-vous, la transition par nature, vous ne changez pas la nature d'une chose, est limitée dans le temps. Donc pour rester cohérent, pour que la constitution même reste cohérente avec elle-même, ça veut dire que les organes de la transition vont continuer de courir jusqu'à la fin de la transition. Donc pendant ce délai-là, les autorités doivent mettre en place les nouvelles institutions pour remplacer les organes en cours. Oui. Autrement dit, il nous restait, je pense, 8 mois, si mes calculs sont corrects, au moment où on a adopté la nouvelle constitution, avant la fin de la transition qui s'est déroulée le 26 mars, pour organiser l'élection présidentielle, par exemple, et législative pour remplacer... Vous redoutiez quand même des sanctions internationales. Aujourd'hui, le délai est parti, ça aussi. C'est connu. Ouais. On s'est retiré de la CEDEAO. Et malgré vos appels, c'est quand même un silence, on ne vous écoute pas. Vous projetez d'envisager des actions. Même du côté de la CEDEAO. Non, mais même de l'autre côté aussi, vous envisagez de poser des actions dans la légalité. Et je crois que un de vos membres a même saisi la Cour constitutionnelle. Travaille une requête. Encore, on attend. Non, je rappelle que ce membre n'est pas signataire de cette déclaration. Si. Okay. Parce qu'ils sont membres de l'appel du 20 février. L'appel du 20 février est signataire de la déclaration. Okay. Les deux syndicats. Dans l'immédiat, que comptez-vous faire? Alors, est-ce que vous êtes solidaire déjà de cette... Il y a des défaillances d'ailleurs, quelles sont les actions dont vous parlez? Vous posez plusieurs questions à la fois. Hein. Non, quelles sont les actions, ce que je veux dire, quelles sont les actions légales envisageables de votre côté? Alors, déjà, les recours introduits par les deux syndicats, la référence syndicale et puis l'association des procureurs poursuivants, voilà, ça c'est quelque chose de pertinent à nos yeux et auquel nous nous associons totalement auprès de la Cour constitutionnelle. Et nous invitons la Cour constitutionnelle à dire le droit, à prendre son courage à deux mains à dire le droit. Parce que dire le droit dans ces situations voudrait dire qu'il faut admettre l'évidence. C'est que la transition... Mais ce que je ne comprends pas à ce niveau, c'est la référence qui a initié l'action. Mais est-ce que l'idéal n'était pas que ça vienne du collectif? C'est-à-dire des partis et regroupements politiques. C'est arrivé avant que les partis ne naissent. C'est vrai. Voilà, c'est arrivé avant. Voilà, c'est arrivé avant. C'est que nous envisagions... Mais est-ce que vous l'avez même envisagé? En tout cas, nous, à notre niveau, oui. Au M5, nous, on en a parlé. On n'a pas pris une décision avant de savoir que les syndicats là, ont introduit le dossier. On a commencé à en parler. Nous avons un président, d'ailleurs, qui a beaucoup agité cette question-là. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Voilà. Et entre-temps, bon, le recours de deux syndicats est arrivé. Et nous avons félicité, moi j'ai appelé les porteurs pour les encourager. Parce que je pense que le droit est de leur côté. Leur thèse, c'est du béton. Mais il y a de fortes probabilités que ceux que vous attendez de la Cour n'interviennent pas, puisque déjà on pense que ces gens n'ont pas qualité pour constater la fin de la transition. Pour saisir déjà la Cour. Saisir la Cour. Oui, surtout. Au fin de reconnaître la fin. Parce qu'on connaît dans l'architecture institutionnelle qui devrait normalement agir auprès de la Cour pour constater la fin de la procédure. Qu'est-ce que vous attendez? Je pense que ça doit être le chef du gouvernement. Le chef du gouvernement devrait le faire, parce que le président aussi du CNT, comme vous l'avez dit, sont des institutions assimilées, de concertation, je pense, selon l'ancienne constitution, je ne sais pas ce que la constitution actuelle dit, de concert avec le président de l'organe législatif. Je comprends, je vais vous répondre. Devait écrire à la Cour constitutionnelle pour constater la fin. Ils ne sont pas en train de le faire. Est-ce qu'on peut dire, est-ce que vous attendez quelque chose de leur côté? D'abord, ça, c'est pas vous qui, c'est une erreur, mais ça ne vient pas de vous. En fait, c'est comme ça qu'ils font, quoi. Ces juristes instrumentalistes, là. On vous pousse dans l'erreur. Cette saisine. C'était écrit noir sur blanc de la saisine. Oui, mais c'est dans la Constitution de 92. 92, oui. Et ça ne concerne pas la transition. C'est pas moi qui vous le dis, c'est la Cour elle-même qui vous le dit. La Cour l'a dit. Cour de Afro. Allez-y. Je vais vous expliquer. Donc, ça concerne la République. Normal. Le président de la République
le gouvernement de la République, l'Assemblée nationale de la République. Nous n'avons rien de tout ça aujourd'hui. Et rappelez-vous quand Bandao présente sa démission. Il y a vacances. Vacances de la transition, de la présidente de la transition. Qui doit saisir, qui doit constater cette vacance? La Cour constitutionnelle. Qui doit la saisir? Qui? Celui qui n'était plus là. Ils ne sont plus là. Oui. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est le ministre directeur de cabinet du vice-président qui a saisi par lettre la Cour constitutionnelle pour lui demander de constater la vacance de la présidence de la transition et d'indiquer, bien sûr, les voies à suivre pour l'investiture du vice-président en qualité de président de la transition. Qu'est-ce que la Cour a répondu? La Cour a argumenté. Elle a dit que les dispositions de la Constitution ne s'appliquent pas. Eh oui, parce que c'est une transition, ça ne prévoit pas ça. La charte qui s'applique à la transition ne prévoit pas la vacance de la présidence de la transition. Ce qui est vrai. Il y a un vide juridique à ce niveau dans la charte. Et en conclusion, la Cour a dit, mais ce vide ne peut pas bloquer le fonctionnement des organes de la transition. Donc, elle a déclaré recevable la saisine du directeur de cabinet, hein, voilà, du vice-président. Monsieur, il y a un précédent. Mais ils ne voudront pas ça, ces juristes. Oui, mais la vice-présidence, c'était une fonction quand même prévue aussi par la charte. Non. Vice-présidence. La Cour vous dit, il y a 0 disposition dans la charte qui régit cette situation. Pas moi qui le dis. C'est la Cour qui vous dit ça. On ne peut pas être plus risqué que le roi. Bon, à la matière, qu'est-ce que vous dites ça? La Cour doit s'autosaisir à elle-même ou bien... Non. Je veux dire, c'est un précédent. Ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, n'importe quel les mêmes raisonnements, absolument. Les mêmes raisonnements s'appliquent. Nous sommes égaux devant la loi. Aussi à d'autres organisations, bien sûr, qui peuvent saisir la Cour, puisqu'il y a une absence, voilà, de texte sur cette procédure. Il y a un vide, la Cour constitutionnelle l'a dit. Donc ça veut dire logiquement qu'elle est prête à recevoir les saisines en la matière. Docteur Konaté. Donc les deux syndicats, je pense, sont forts de ce précédent en saisissant la Cour constitutionnelle pour lui demander de constater la vacance de la transition, évidemment, qui n'est pas du tout prévue par la charte. Pas du tout. D'accord. Est-ce que vous avez espoir que cette requête aboutisse? Alors, mon espoir, il est mince. Il est mince. Pourquoi? Parce que vous avez des préjugés sur la Cour? Je ne dirais pas des préjugés. Je connais un tout petit peu la Cour. Lors des résultats, enfin la proclamation des résultats définitifs de législatives de 2020, c'est pas la même Cour. C'est pas la même Cour. Oui, mais je vous dis un peu, je vous explique, mais on peut passer sur ça si vous voulez. C'est juste pour vous dire que je connais un peu comment ça fonctionne, j'ai commenté les articles, etc. Et puis ceux qui sont là, je connais certains d'entre eux. D'accord? Et ce que je veux dire, c'est pas ça qui est important. Le plus important, c'est que le mince espoir vient du fait que l'actuelle Cour a été mise en place, rappelez-vous, en tout cas le président, par le président Ibeka, voilà, juste avant de démissionner, quand on était en pleine révolution. Et à l'époque, rappelez-vous, notre position c'était, c'est pas ce qu'on a demandé. D'accord. Konaté. Et pourtant, oui, mais très rapidement. Okay, je vais résumer. C'est vous qui je voulais bien expliquer les choses. Je vais résumer. Juste pour vous dire que la Cour peut au moins constater la fin de la transition. Parce que pour moi, ça tombe. Oui, mais est-ce que vous n'êtes pas dans l'incohérence en voulant que la Cour constate la fin de la processus de façon très légale, en même temps, appeler les institutions à vous rassembler tous pour discuter de la voie à suivre? Oui, mais c'est la cohérence. C'est la cohérence absolue. Pourquoi la cohérence? Mais parce qu'il faut créer les droits. Non, attends, il n'y a pas le droit, il faut les créer. Qui crée? Et c'est ça, on veut créer. D'accord. Donc, parce qu'il y a un vide, il faut le combler. Mais pour le combler, on s'est référé à qui? Le peuple en dernière instance. On dit aux autorités en place, réunissez les différents responsables pour qu'on évite des organisations représentatives du peuple malien, comme on l'a fait lors des concertations nationales. Est-ce que vous ne l'aurez pas fait avec des autorités telles que vous-même le dites, qui n'ont plus une signature légale? Mais parce que vous-même vous le dites, vous l'aurez fait avec des autorités qui ne sont plus habilitées pour discuter avec vous, puisqu'ils n'ont plus de... Oui, mais ce n'est pas eux qui vont créer, c'est nous ensemble. D'accord. C'est le peuple malien qui va créer. Sinon, c'est lui qui est fondé à créer les droits. D'accord. C'est là que c'est pertinent. On ne le dit pas, faites-le pour nous. Non, c'est réunissez-nous parce qu'on est réaliste. Ils ont la main
sur les appareils de l'État. Il faut être réaliste. Donc on prend ça en compte. Et réunissez. Donc nous ne sommes pas dans une position va-t-en-guerre de dire voilà, dégageons-nous le faire. Parce que voilà, il faut être réaliste. Docteur Konaté. Réunissez les Maliens ensemble comme on l'a fait en septembre 2020. C'est eux qui ont réuni les Maliens en 2020. Justement. Pour qu'on puisse avoir la charte de la transition. Docteur Konaté. Donc qu'on puisse avoir un cadre légal, on met en place, on convient d'une architecture institutionnelle, et puis qu'on aille principalement, on accorde à cette architecture-là comme mission principale l'organisation de l'élection présidentielle qui va signer les retours à leur conseil normal. Docteur Konaté, après tout ce débat juridico-politique, et par la fin, si vous... Politique, je n'ai pas dit beaucoup de choses là-dessus, parce qu'il y a les engagements pris, la même, morale, ça c'est important. Ils sont engagés devant le peuple malien. Il y a des positions politiques dans votre développement, ça on le sent déjà. Non, ça c'est purement juridique. Oui, non. Mais si vous n'étiez pas entendu par qui de droit, est-ce que vous allez revenir par exemple à vos vieilles amours, par exemple, investir en tout cas le boulevard de l'indépendance pour vous faire entendre? Je rappelle que vous êtes quand même membre. Un projet de détention, pas du président du tribunal. Non, c'est une question. Voilà. Non, écoutez. Nous avons pour l'instant envisagé... Moi, je posais la question autrement. Est-ce qu'ils en ont même les moyens par ces temps de désaffection de la politique et du discrédit de la classe politique, de mobiliser accentué du reste par l'opprobre qu'on a de cesse de jeter sur la classe politique dans son ensemble. Est-ce que la classe politique est vraiment dans une posture, dans la bonne posture actuelle pour engager un combat? Pour mobiliser quoi? Pour mobiliser, engager un combat de ce... Alors, depuis notre déclaration, vous en conviendrez, il y a un renouveau dans l'opinion publique vis-à-vis des politiques. C'est toujours clivant, mais c'est là. Il y a des gens qui autrefois disaient mais ces politiques ne savent qu'émander leur poste ou leur pain auprès du pouvoir. Mais cette fois, on voit qu'ils sont en train de prendre une position responsable, une position de principe. D'accord? C'est pas rien. C'est un début de quelque chose. Et je voudrais commencer par répondre. Nous avons pour l'instant envisagé une conférence de presse où tous les journalistes seront invités pour entrer dans les détails de ce que nous entendons par cette déclaration commune. Ça, c'est la seconde grande action publique que nous allons faire, qui a été décidée. Après ça, Monsieur le Président, d'autres possibilités existent, y compris ce que vous envisagez. Une manifestation pacifique, c'est une possibilité d'expression démocratique. Ce n'est pas exclu. Est-ce que vous pensez que les Maliens sont avec vous? C'était ça le fond de la question. Mais écoutez, nous pensons, je viens de vous dire, mais prenez votre micro, allez-y. Moi, les retours que j'ai eus après notre déclaration sont des retours globalement positifs. Voilà. Je pense que de plus en plus les Maliens comprennent que cette transition... Et si vous étiez court-circuité par ces mesures de dissolution que nous voyons... Ils vont dissoudre quoi? Même si on venait à interdire les activités politiques, ce n'est pas exclu. Nous aviserons. D'accord. La synergie d'action a été interdite d'action. Non, ça c'est dans le district de Bamako. Dans le district de Bamako, ça pourrait s'étendre à l'ensemble du Mali aussi. Ils ont des recours à introduire. Allez-y, là. Bon, moi je dirais que si on venait à la solution extrême, c'est-à-dire arriver à interdire les activités politiques des partis, qu'est-ce que vous ferez dans ce cas? Comme on l'a vu au Burkina Faso. Non, moi je ne pense pas que ce soit envisageable dans notre pays de faire ça. Et comment allez-vous répondre si c'était le cas? On a assisté à la dissolution de l'organisation politique et des associations. Quelles sont vos marges de manœuvre? La culture n'est pas exclue. Oui, mais la culture politique est différente. Certains on en fait par le passé. On sait tous comment. Mais si ça venait à se produire, qu'est-ce que vous avez... Mais ce qui s'est passé avant, ça va se passer, ça va se répéter. Au temps de Moussa, ça s'est passé, les gens sont dans la clandestinité. Oui, c'est comme ça. Ça, c'est la réalité. Hein. Ça, c'est la pure réalité. Vous interdisez, ça ne veut pas dire que vous allez empêcher les gens de travailler, de faire ce qu'ils veulent faire. Ils vont rentrer dans la clandestinité. C'est encore pire que de les laisser s'exprimer librement. C'est ce qui s'est passé sous Moussa Traoré. Et c'est terminé dans les bains de sang. Nous ne voulons pas ça pour notre pays. Et je pense que nos autorités en place ne veulent pas ça pour notre pays. Quand même, je connais certains, ils ne veulent pas ça pour notre pays. Le contexte est différent. On peut ne pas être d'accord sur des choses, mais nous ne pensons pas que ce sont des personnes mauvaises, en soi. Nous ne sommes pas d'accord avec les démarches. Nous ne sommes pas d'accord avec les actions qu'ils posent. Mais pour autant, nous ne pensons pas qu'ils sont des cyniques qui sont prêts à brûler ce pays pour juste rester au pouvoir. Non. Loin de moi, cette allégation. Déclaration commune. Terminé. Il y a eu quand même des dissensions
On a vu juste après la déclaration, certains se sont désolidarisés parce que pour n'avoir pas été consultés par le président ou leur structure. Au sein des organisations. Au sein du collectif. Ça ne nous regarde pas, monsieur. Par exemple, vous êtes EMK. Non, nous sommes M5 RFP Malikroa. Mais à l'intérieur. EMK est une entité. Absolument. EMK a un président chez nous. Mais au sein de cette organisation ici, il y a des dissensions. Non, il n'y a pas. C'est pour ça que je dis, il faut écouter. Il n'y a pas. Il y a un autre MK chez la tendance du Premier ministre. C'est ce MK qui a fait cette déclaration. Ce n'est pas le MK Malikroa. C'est MK Choguel qui a fait la déclaration. Ça ne nous lie pas, mon cher. Ça ne nous lie pas du tout. Et puis, ils sont dans leur rôle, j'ai envie de dire. Ils sont dans leur rôle, ils défendent les pains. Non, ils défendent leur pain, c'est la vérité. C'est comme les membres du CNT aujourd'hui qui nous attaquent. Mais ils défendent leur pain. Ils sont payés 2 millions par mois, ils défendent leur pain. Moi, je comprends. Et c'est pas l'idée pour laquelle les gens sont battus quand même. Absolument pas. Nous sommes désolés. Bon, je crois qu'on m'a introduit sur ça déjà par le passé, j'ai répondu. Allez-y. Malgré votre prise de distance et votre séparation avec le M5 initial, vous êtes quand même resté toujours dans l'entre-deux chaises. Vous n'avez jamais dit que vous n'étiez pas avec la transition. Toujours resté un peu à cheval. Constructif. Aujourd'hui, est-ce que la situation qui est en train de se consacrer une bonne fois pour toute la rupture entre votre aile politique de la transition et l'aile militaire? Il n'y a pas de transition. Pour nous, il n'y a pas de transition. Donc, il n'y a pas de partenariat. Donc, il n'y a ni aile politique ni aile militaire. Non, je suis en train de dire. Je suis en train de dire, au moment où il y avait la transition, nous assumons. Notre position, c'était une position constructive. D'accord? Partenariat de veille. Ok? On critique, on propose, on les accompagne. Nous ne sommes pas farouchement opposés à eux. C'est ça que vous voulez dire. Donc pour vous, il n'y a pas de transition. Les autorités n'existent plus. Non, je n'ai pas dit ça. Alors, c'est quoi alors? Si la transition n'existe plus, alors c'est quoi? C'est des autorités en place, de fait. Voilà. Ils ont les armes, ils ont la force. Effectivement, ces autorités de fait là. Y a-t-il quelque chose entre vous encore? Non, pas rien pour l'instant. D'accord, allez-y, Laya, pour votre dernière question. On ne peut même pas de rupture. Non, il n'y a pas de rupture. Allez-y. Non, il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas de rapport officiel. Donc, vous êtes en train de demander un retour à l'ordre constitutionnel. Voilà. Et si ce retour à l'ordre constitutionnel passait, se faisait au prix d'un retour, si vous voulez, d'une participation de celui qui gère actuellement la transition dans le jeu électoral, comment vous allez l'accueillir? Alors, écoutez, notre position, nous l'avons exprimée par le passé. Nous avons dit, au moment où la transition était en cours, que, quelle que soit la thèse selon laquelle, qui est d'ailleurs la mienne, le président pouvait démissionner de la présidence, démissionner de l'armée juridiquement et être candidat, ou la thèse selon laquelle la charte lui interdirait cela, quelle que soit cette thèse. Nous, au M5 Malikroa, on avait dit par communiqué qu'il ne devrait pas se présenter aux élections. Juridiquement, il n'a pas le droit. Voilà. Non, on est sorti du cadre, de ce cadre juridique. Il y a deux lectures juridiques. Mais globalement, politiquement, nous avons dit tous ensemble qu'il ne devrait pas participer les autorités actuelles comme candidats aux élections qui vont marquer la fin de la transition. Ni les législatives pour les membres du gouvernement, ni la présidentielle pour le président de la République. Donc, nous, pour Assimi. C'est notre position, ça. Mais maintenant, on est dans une autre réalité. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas de transition. Donc, ce qu'on va décider lors de cette concertation restreinte, c'est qui va être déterminant. Qui va lier maintenant, bien sûr, le président qui va le retenir ou l'exclure du jeu. Exactement. C'est ça qui va être déterminant à ce moment-là. Allez-y, Laya. Une question à deux volets, hein, parce que de plus en plus, il y a quand même des dissensions au sein du M5 RFP, comité stratégique. Vous l'avez vu. Lequel? Tendance Choguel. Oui. Ah voilà, il faut préciser. Aujourd'hui, mais hier, vous avez séminé ensemble. Il y a eu une rupture à un moment donné. Aujourd'hui, au regard des postures, est-ce possible les retrouvailles entre les deux? Il y a maintenant deux tendances Choguel. Enfin, il y a une autre tendance, j'ai envie de dire. Au sein de la tendance. Qui s'est démarqué. Exactement. C'est démarqué de la tendance Choguel. À ce niveau, je vous dis que est-ce que vous, M5 RFP Malikroa, qui était quand même l'aile dure du comité stratégique, est-ce que... Nous ne définissons pas comme ça. Bon, en tout cas, moi, c'est mon jugement. C'est mon jugement, parce que moi, je dis que
En quoi nous sommes durs, là dur? À quoi? En tous les cas, Choguel est quand même arrivé à vous décapiter. Mais c'est ce qui vous a amené quand même à être vraiment intransigeant dans vos prises de position. Je vous écoute. Maintenant, je vous dis, est-ce qu'une possible retrouvaille entre les amis d'hier qui se sont séparés à un moment donné du combat, est-ce que c'est possible qu'ils se retrouvent? Deuxièmement, aujourd'hui, les gens parlent plutôt d'un gouvernement d'union nationale. Puisque c'est la fin de la transition, il faut rebeloter. Mais est-ce que ce ne serait pas une compromission sur le dos de la population malienne? Écoutez, je vais commencer par cette question. Pour nous, ça, c'est pas l'ordre du jour. C'est à la concertation que nous appelons tous nos voeux que cela va décider. D'accord? Gouvernement d'union nationale, gouvernement de mission, ou bien une autre transition civile, tout ça, ça va décider lors de cette concertation. Tout ce que nous avons demandé, c'est comme une architecture institutionnelle qui va permettre d'organiser une bonne élection présidentielle pour marquer le retour à l'ordre constitutionnel normal. Maintenant, pour répondre à la première question, nous sommes au M5 REF Malicoura d'une culture de dialogue. Nous sommes ouverts. C'est pour ça que nous sommes retrouvés aujourd'hui avec des partis politiques que nous avons combattus par le passé. L'autre jour, nous étions autour de la table avec les RPM, les BK. Nous sommes une culture de dialogue. Nous sommes ouverts. Tout va dépendre des termes des retrouvailles. C'est tout. Si la tendance Choguel voudrait, bien sûr, nous rejoindre pour dire vous avez raison, la transition est terminée, ben, invitons, bien sûr, le président de fait à organiser cette consultation, ben, bienvenue. D'accord. Si la nouvelle tendance, Imam Diarra Moutaratal, bien sûr, souhaitait qu'on se retrouve pour mener ce combat pour la démocratie, c'est un combat pour la démocratie que nous menons. Nous disons aux autorités, au peuple malien, que l'engagement pour le retour à la démocratie, et c'est consacré par la nouvelle constitution, ne doit pas demeurer un vain mot. C'est un comportement. Donc si cette tendance-là, Moutaratal, Diarra veut nous rejoindre pour travailler à cela, bienvenue. D'accord. Donc nous sommes ouverts. Allez-y, Keïta. Aujourd'hui, force est de reconnaître que vous êtes en train de vous battre pour la reconquête d'acquis qui n'était pas compromis au moment où vous commencez la bataille. La démocratie telle que vous le dites, le combat pour la démocratie. Ce n'était pas ce qui était compromis sur Ibeka quand vous menez la lutte contre Ibeka au Sénat. Ce qui m'amène à vous poser la question suivante. Qu'est-ce que vous avez fait de la victoire sur Ibeka et qu'est-ce qu'on aurait dû en faire? Alors, d'abord, je ne suis pas d'accord totalement avec votre constat que sous Ibeka, la démocratie n'était pas un problème. N'était pas aussi compromis qu'aujourd'hui. Voilà, aussi je suis d'accord. Voilà. Non, maintenant c'est bon. Vous avez qualifié, c'est bon. N'était pas aussi compromis, on est d'accord. Vous êtes en train de vous battre pour des acquis qui n'étaient pas aussi compromis. Aussi, voilà. Non, aussi ça crée, ça nuance. Voilà. Je suis d'accord avec ça. Pas aussi compromis, absolument pas. Et notre victoire, qu'est-ce qu'on en a fait? On nous a spolié de notre victoire. C'est ça la réalité. Monsieur le journaliste, vous le savez très bien. Je n'ai même pas besoin d'élaborer quoi que ce soit là-dessus. Peut-être que moi je le sais, mais le public ne le Alors, sait pas. Le public doit le savoir. On nous a spolié de notre victoire. Voilà. Les militaires qui sont venus au pouvoir, ils l'ont dit à qui veut l'entendre, qui sont venus parachever notre lutte. Ces militaires se sont assis à Kati. Et ce sont nous qui nous sommes transportés à Kati. Ces militaires ont posé les conditions. On a discuté. Et ces militaires avaient dit devant le peuple malien qu'ils allaient aller vers une transition civile, n'est-ce pas? En tout cas, ils ont dit ça verbalement. C'est un engagement moral qu'ils ont pris. Et après, qu'ils allaient choisir le premier ministre parmi dans les rangs du M5 REF Malicoura. Mais vous savez ce qui est advenu de toute cette promesse-là. Et aux assises, enfin aux concertations nationales de 10, 11, 12 septembre 2020, au CICB, moi j'étais rapporteur, certains d'entre vous y étaient, mais c'était tout sauf transparent. Je parle dans tous les détails. On nous a spolié de notre victoire. Les militaires sont accaparés de ça. Voilà, ils nous ont pratiquement forcé la main dès que le Premier ministre, dans la deuxième phase, a été choisi. Il faut rappeler ça aussi. Pendant la première phase, il a même écarté. Le militaire a écarté carrément l'M5. Le Premier ministre n'a pas été choisi parmi nos rangs. Nous l'avons dénoncé. Vous vous rappelez?
Et les militaires étaient complètement contre l'association des M5 à la gestion des pouvoirs. C'est après la chute de Bandao. Vous êtes en train de nous dire qu'en réalité, la transition s'est réduite, votre combat s'est réduit à une dichotomie militaire-civile. Mais oui, mais c'est pas nous qui l'avons voulu. Ça, c'est pas nous, ça. Ça, c'est la force des choses. C'est pas nous qui l'avons cherché. Mais quelqu'un vient avec les armes. Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire alors? Non, mais écoute, c'est ça qu'ils auraient dû faire. C'est ce qu'on a réussi à faire en 91. Quand le peuple est descendu dans la rue et que les responsables sont retrouvés à la bourse de travail, qui ont demandé à ce que les militaires viennent, ils sont venus. Les militaires sont venus. En toute humilité. Ils ont discuté avec les civils. Et ils ont respecté les engagements qu'ils ont pris les civils, en tout cas dans la forme. Cet aspect a été mis en place selon ce qu'ils ont dit ensemble. Tel qu'ils l'ont dit. Et si c'était à refaire aujourd'hui, est-ce que vous allez applaudir l'intrusion des militaires dans votre lutte? Non, nous n'avons jamais applaudi aveuglément l'intrusion des militaires dans notre lutte. Il dit bien aveuglément, non. Nous avons appelé, c'est vrai, tout le peuple à la désobéissance civile, y compris bien sûr les militaires qui sont des citoyens. D'accord. Mais voilà, mais c'est pas notre intention de dire vous prenez le pouvoir et puis voilà, faites-en ce que vous voulez. Docteur Konaté, nous sommes et c'est pour ça d'ailleurs que nous sommes fâchés au départ, que nous ne comprenions pas au départ avant que nous-mêmes notre mouvement ne se sépare. Nous sommes malheureusement au terme des débats pour le compte de cette audience. À présent, le jury va se retirer pour procéder à la délibération. Abdraman, nous sommes au départ, nous avons parlé de ces deux casquettes. Nous avons parlé du président du M5 Malikoura, c'est sa casquette politique. Nous avons parlé également de ses compétences juridiques. Et je pense que, Monsieur le Président, le débat a tourné autour de ces deux aspects de la question et qui a justifié cette rencontre avec lui aujourd'hui et son invitation. Et je pense que, Monsieur le Président, ni dans l'un des aspects ni dans l'autre, notre invité aujourd'hui n'a dessus. Il a montré ses qualités de juriste, en tout cas il a défendu ce qu'il pense, ses arguments de juriste avec beaucoup de brio. Et j'ai retenu pour ce qui est de sa casquette politique aussi un grand courage, de la poigne, et vraiment le courage de dire ses idées, le courage de dire ce qu'il pense, le courage de développer ses arguments contre tout ce qu'on peut avoir comme crainte et tout ce que les gens peuvent redouter comme répression, éventuelle répression ou bien menace aujourd'hui. Je pense, Monsieur le Président, que hier, quand il comparaissait ici pour la première fois, comme aujourd'hui, il n'a pas démérité. Et je vous demande de le juger en fonction des qualités qu'il a développées aujourd'hui. Et vous saurez comment le faire. Laya? Oui, je ne dirais pas encore Draman, hein, parce que je ne suis pas surpris. Parce qu'on l'a dit ici au départ, on a affaire à un juriste doublé de politique. Parce que je l'ai vu dans d'autres cadres. Un homme qui défend ses convictions avec beaucoup de passion. Et c'est ce qu'il a fait aussi aujourd'hui. Il a montré que c'était un homme de droit, très attaché aux principes du droit. Et je crois que pour toutes ces qualités et cette conviction dans le combat qu'il est en train de mener, je crois qu'on doit lui reconnaître ce mérite et par conséquent le déclarer non coupable. Le déclarer non coupable. Hein? Les hypothèses de départ du jury étant confirmées, il me plaît en tant que président du jury de libérer purement et simplement l'accusé des liens de l'accusation. Par conséquent, docteur Konaté, vous êtes acquitté. Un dernier mot. Merci. Un grand plaisir d'être libéré de ces charges. Je voudrais juste lancer un appel au peuple malien, un sursaut de conscience. Je pense que c'est un peuple attaché aux valeurs positives de sa culture. Et l'une de ses valeurs centrales, c'est le respect de la valeur, enfin le respect de la parole donnée, le respect de l'engagement pris, le respect du serment prêté. Et le peuple malien ne doit soutenir personne dans la violation de cette valeur cardinale. Je pense qu'il doit nous comprendre, nous aider à faire entendre raison à nos autorités, de revenir à de meilleurs sentiments, de trouver avec nous une réponse adéquate à ces vides juridiques institutionnels
pour nous sortir de cette situation. Et rapidement mettre en place une architecture institutionnelle pour organiser l'élection présidentielle afin de signer le retour du Mali à leur condition normale. Ça va alléger beaucoup de souffrances qui sont aujourd'hui le lot du peuple malien. Ainsi prend fin ce numéro de votre émission Grand Jury qui recevait comme invité le docteur Mahamadou Konaté. Il est président du M5 RFP Malikoura et signataire de la déclaration des partis et regroupements politiques de la société civile déclarant la fin de la transition. Merci à vous de nous avoir suivis encore une fois. Clin d'œil à tous nos téléspectateurs du côté